Aujourd'hui, je vais vous gâcher un film. Ça s'appelle Speed, et ça a plus de 30 ans, donc j'ai le droit. Ça fait 2 semaines que j'ai bloqué dessus, j'ai analysé chaque plan dans tous les sens et à toutes les vitesses, et j'y ai appris énormément de choses sur la création du film. Donc c'est parti, on va disséquer les scènes qui impliquent des véhicules, et trouver à l'image, exposés au grand jour, les secrets des cascadeurs et des effets spéciaux. On va voir qu'il y a de la malice, de l'ingéniosité et même du mensonge dans le making-of. La première scène qui nous intéresse, c'est quand le méchant du film fait exploser un premier bus pour l'exemple, et qu'il demande une rançon au héros en lui disant qu'il arrivera la même chose à un autre bus s'il n'obtient pas son argent. Voilà, chaque plan que vous venez de voir là comporte un élément d'effet spécial qui ne devrait pas être à l'écran. Je vous explique. Le bus explose totalement, donc il ne peut pas être conduit par un cascadeur, d'accord ? Mais il avance quand même. Donc pour le faire se déplacer, on le tracte. Et c'est là qu'on se dit que normalement, il faut le faire de manière un petit peu maligne pour pas qu'on voit les câbles. Eh ben pas du tout, tout est visible. Le véhicule tracteur est là, et le câble est là, en plein milieu du plan. Et puis sur les plans d'après, c'est festival. On voit le système d'accroche à l'avant du bus, et le câble est encore de tous les plans. J'ai poncé la VHS de ce film quand j'avais 10 ans, et j'avais jamais remarqué ça, alors que c'est sous nos yeux. Et sur ce plan, on voit le câble qui a été détaché et qui traîne par terre, mais surtout, le bus est passé du côté gauche de la rue. J'imagine qu'ils l'ont bougé pour mieux composer le plan. Sinon, le bus serait loin de Keanu Reeves et il serait caché par la tête de Dennis Hopper. Ça arrive tout le temps de modifier des positions d'objets ou d'acteurs entre 2 plans pour avoir une image claire et harmonieuse. Dans la plupart des cas, ça peut pas se deviner. Plus tard dans le film, Keanu Reeves arrive à monter dans le bus piégé et c'est la panique à bord. Ça tire, le chauffeur est blessé, alors Sandra Bullock passe au volant par la force des choses, sachant que si la vitesse du bus descend en dessous de 50 miles à l'heure, la bombe explose. En forçant un petit peu, on peut capter comment cette voiture est envoyée par-dessus la dépanneuse. On voit des roulettes pour la guider. Ça doit vouloir dire qu'elle est sur des rails. En allant fouiller dans un des plans précédents, on peut deviner leur présence ici. Maintenant, la question c'est comment la voiture est propulsée. On dirait qu'il y a un truc qui ressemble à un crochet là. Mon hypothèse, c'est qu'il y a une sorte de catapulte sous le plateau qui tire la voiture comme sur un porte-avions. Et une fois qu'elle arrive au bout, elle est lâchée et part vivre sa vie dans les airs. Sauf que, à la fin du plan, on voit cette grosse boîte qui se fait éjecter par le dessous de la voiture. C'est pas le moteur, c'est clairement un truc qui a été mis là pour la cascade, donc peut-être que c'est un treuil et que c'est ça qui fait bouger la voiture en enroulant le câble. Je vais mentionner rapidement les caméras visibles à l'image. Celles-là, elles sont marrantes car elles sont accrochées sur le côté du bus et on les voit bien en plein milieu de l'écran. Et on les voit à peu près tout le long du film, elles changent d'emplacement à chaque fois, mais on n'y fait pas attention. Les caméras visibles, c'est très classique. On va pas commencer à en faire l'inventaire de toutes les caméras qu'on voit dans les films, on en voit tout le temps. C'est marrant au début, mais c'est vite lassant. De nos jours, grâce aux effets numériques, on a tendance à les effacer. Mais c'est pas systématique, parce que ça peut coûter cher. Dans Balles perdues 3, auquel j'ai participé, donc je peux vous donner quelques infos, il y a beaucoup de plans qui sont nettoyés numériquement, pour enlever les caméras. Mais il en reste quand même pas mal qui sont visibles à l'image si on fait bien attention. Là, sur la queue de la carcasse d'hélico, c'est une GoPro que j'ai posée, et qui sert à filmer ce plan qu'on voit ensuite. Ou bien là encore, en bas du ravin, on voit la voiture caméra. Cette voiture-là, c'est celle-là en fait. C'est le réalisateur qui choisit pendant le montage sur quel plan on se concentre pour faire les effacements. Et les autres plans, pour lesquels on estime que c'est pas trop grave, qu'on n'a pas le temps de capter le petit détail qui fâche, eh ben on les laisse comme ça, c'est pas grave, et je crois pas avoir vu de gens se plaignant de toutes les caméras qu'on voyait à l'image dans le film fini. Bon, je reviens à Speed et au crash le plus dramatique de tout le film. La poussette qui contient des canettes. Ce qui donne cette magnifique réplique. J'ai jamais compris ce qu'une femme foutait avec des canettes dans une poussette, mais j'ai trouvé la réponse dans un podcast. Parce que sachez qu'il y a un fou furieux qui s'appelle Chris Tapley, qui a fait un podcast de 50 épisodes dédiés aux coulisses de ce film. Alors, je sais ce que vous allez dire, je suis mal placé pour juger quand on voit la gueule de ma chaîne, mais 50 épisodes de plus d'1 heure chacun sur un film, on est à un niveau de passion assez extrême quand même. Le podcast s'appelle 50 miles à l'heure, je vous mets le lien en description. Et j'ai pu y récupérer pas mal d'infos, dont l'origine de cette poussette pleine de canettes. En fait, c'est très simple. À une réunion, il y a un gars de la production qui a dit à tous les autres « et si on frôlait une poussette pour ajouter du frisson ?» Et puis là, il y a le scénariste qui répond qu'il faut pas juste la frôler, il faut carrément la percuter. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas le droit de tuer un bébé. Le public va pas apprécier. Donc le scénariste cherche une solution, et il se rappelle qu'il a croisé dans la rue une personne qui se baladait avec des canettes dans un caddie.
Caddie, poussette, allez, c'est à peu près pareil, ça passe. On fout des canettes dans une poussette et on est bon. Et pour empirer le tout, le réalisateur a choisi un landau vintage bien vieillot, qui n'a rien à faire à Los Angeles, même à l'époque, tout simplement parce que visuellement, pour lui, c'est intéressant. Ça a du caractère, ça détonne. Et c'est sur ce principe que tout le film fonctionne. Peu importe que ça n'ait aucun sens, il faut que ça imprime la rétine, que ça impressionne, que ça choque, que ça remue les tripes. Mais la vraie raison pour laquelle je veux vous parler de ce landau, c'est pour vous raconter comment ils l'ont fait voler. Si vous avez vu ma vidéo sur les canons, vous savez que j'adore ça, et ben là, il y a un seul canon dans tout le film, et ils l'ont foutu sur une poussette. Regardez, là, on le voit partout. Alors, pour être exact, ce que vous voyez, c'est pas le canon. Le canon, il est en dehors du landau, et le landau, c'est le projectile. Et donc, ce tube qu'on voit, c'est la partie qui s'enfile sur le canon. C'est le même principe qu'un pistolet Nerf, quoi, avec la petite fléchette, là. Mais alors, on voit le projectile, mais il est où le canon ? Au début, je me disais qu'il était au sol, derrière cette voiture, et que le bus passait juste à côté au moment où il tirait. Mais là, en plein montage de la vidéo, je viens de trouver la bouche du canon. Elle est là. Le canon est caché dans le bus. On a donc ce machin qui s'enfonce dans ce trou, et le tir part, et ça éjecte le landau. Et vous vous souvenez, dans ma vidéo sur les canons, quand je disais qu'on pouvait deviner leur présence avec la condensation qu'ils expulsent ? Eh bien, on la retrouve sur ce plan. Très discrète, mais elle est bien là. Le fonctionnement de cet effet, c'est exactement le même que le mannequin qui se fait éjecter du pare-brise d'une camionnette qu'on a couvert dans une précédente vidéo sur Balle perdue 3. On retrouve le canon ici, et le mannequin qui est équipé d'un tube bien placé. Une fois la cascade terminée, l'équipe a bouché le trou du canon un peu grossièrement, et on peut toujours en voir la marque sur pas mal de plans. Alors on peut se demander, pourquoi s'embêter à faire un canon pour une poussette ? La réponse, c'est que si on fait la collision naturellement avec le bus, la poussette, elle passe sous les roues du véhicule et elle se fait aplatir. Il n'y a pas la projection en avant qui est voulue par le réalisateur. Maintenant, le bus arrive sur un gros virage à 90 degrés et il se met sur 2 roues. J'ai trouvé aucune info des coulisses sur ce moment, mais à l'image, on peut deviner ce qui se passe. Il y a un mécanisme sous le bus qui le fait se soulever. Voilà, j'en sais pas plus, mais je trouve ça fou qu'il y ait autant de travail de préparation du véhicule pour seulement 2 plans au final. Et au passage, on peut voir qu'il n'y a plus la marque du trou du canon, donc on est bien sur un bus différent de celui qu'on a vu avant. D'après le making-of, ils ont utilisé une 12aine de bus au total. L'autre élément intéressant, qui est très visible dans le film, c'est le panneau qui vous dit de vous abonner. Pensez-y, c'est très important. Et puis pensez à booster la vidéo sur votre téléphone, c'est par là que ça se passe. On arrive à la scène iconique du film. Le saut au-dessus du vide, il est même sur l'affiche. Ce saut ne rime à rien, il est complètement abusé, et c'est ça qui est génial. Et pour deviner les coulisses de ce plan, il faut un petit peu plisser les yeux encore. Le fait que le bus se mette à cabrer d'un coup, ça n'a aucun sens d'après la géographie des lieux, et pourtant c'est très bien visible dans l'image si on sait où et quand regarder. Déjà, on va mettre de côté le truc le plus évident, le trou dans la route n'existe pas. Il a été rajouté par des effets numériques a posteriori. Ça, c'est un détail, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qu'il faut regarder, c'est ce tas de bois au début du plan. On voit qu'il sert de tremplin au train avant du bus et qu'il le fait cabrer. Et juste avant que le train arrière passe dessus, le tas de bois disparaît. Et il n'y a pas d'effet numérique sur cette partie. Sur l'image originale, on peut voir la même chose. Pour bien expliquer comment ça marche, j'ai reproduit le bordel en Lego. Ça, c'est la rampe que prend le bus. De base, s'il la prend dans cet état, il passe comme ça, et puis pouf, il retombe assez vite, soit à plat, soit avec le nez qui tombe, selon comment est réparti le poids. Dans un épisode de Mythbusters, ils ont reproduit le saut avec le même genre de tremplin, et c'est ce qui s'est passé. Et ça, c'est pas ce que les cascadeurs voulaient. Eux, ils voulaient que le bus soit cabré, donc ils ont relevé la fin du tremplin. Cette petite portion, là, on appelle ça un kicker. Comme son nom l'indique, c'est un petit bout de rampe qui est là pour donner une impulsion supplémentaire au véhicule. Et c'est ce tas de bois qu'on voit au début du plan. On peut aussi deviner sa présence dans les images des coulisses, il est là. Et puis il est aussi tout au fond, là, c'est la dernière section de la rampe en haut. Et là où ça devient technique, c'est qu'une fois que le train avant est passé, le kicker se replie rapidement pour laisser passer les roues arrière. Et c'est exactement ce qu'on voit dans le film. C'est le kicker, cette mini-rampe, qui donne au camion cette trajectoire si étonnante. Si le kicker ne se replie pas, ça fait un truc chelou dans ce genre. Ça annule en quelque sorte l'inclinaison du véhicule. Au final, il n'y a rien de bien incohérent dans ce plan. On peut imaginer que, dans l'histoire, il y a des planches entreposées au bord du vide et qu'elles s'effondrent quand le bus passe. C'est un peu tiré par les cheveux, mais bon, on est dans un film où les héros se rendent sur leur lieu de travail comme ça. Donc bon, le vrai truc qui enlève de la crédibilité à la cascade, c'est surtout les plans qui précèdent et qui montrent qu'il n'y a aucun tas de bois à la base. Il y a juste du vide.
Je termine sur cette cascade avec un mystère relevé par le podcast 50 miles à l'heure dont je vous parlais tout à l'heure. Selon le réalisateur, cette cascade a été tournée une deuxième fois car la première prise ne lui convenait pas. Mais tout le reste de l'équipe est formel. En dehors du plan de l'atterrissage qui a été tourné à part, il n'y a eu qu'un seul essai du vrai envol du bus, qui certes n'a pas plu au réalisateur, ça on le voit dans les images des coulisses, mais un seul essai quand même, qu'on voit dans le film. Alors, pourquoi un tel désaccord sur une cascade aussi centrale ? J'ai peut-être la réponse en fin de vidéo, car vous allez voir que ce genre de confusion, on en retrouve encore sur la dernière cascade du film. On arrive maintenant à l'aéroport. Là, sur ce plan, c'est pas le pneu qui éclate. Il y a une petite charge explosive ici, on voit qu'elle pète juste à côté du pneu. Le bus se met à tourner en rond, sur une piste indéfiniment, et c'est l'occasion pour les héros de prendre le temps de chercher à désamorcer la bombe. Keanu Reeves descend du bus pour s'installer sur un chariot, afin d'aller ausculter le dessous du véhicule, là où les explosifs sont placés. Et là, gros respect pour l'acteur qui fait d'abord ce transfert d'un véhicule à l'autre sans sécurité, avec un timing parfait, et qui ensuite va s'allonger sur le chariot avec une aisance absolue. C'est pas super impressionnant, mais c'est très dangereux, et de nos jours, plus personne n'accepterait de tourner ça comme ça, sans que l'acteur soit attaché. Et c'est bien normal. Et puis j'ai essayé moi-même de m'allonger comme lui là, et déjà à l'arrêt c'est pas évident, donc imaginez en mouvement, en devant garder une tête de winner, franchement bravo. Le gros souci de cette scène, c'est qu'en vrai, un bus, c'est pas assez haut pour qu'un humain sur un chariot puisse passer dessous. Ça se voit sur les plans là que ça passe pas du tout. Et sur ce plan, on capte cette plaque de plexiglas qui est mise par sécurité pour bloquer l'avancée du cascadeur sous le camion, car passé ce point, il commence à se prendre des éléments du bus dans la tête et il risque de rester bloqué. Bon, de l'aveu même du cascadeur, c'était pas spécialement rassurant quand même, car s'il touchait la plaque avec ses pieds, il risquait de déséquilibrer son chariot et de se renverser. Une fois que le personnage est entièrement sous le bus, on utilise un autre véhicule qui est celui-ci là, derrière le monsieur. Et tout ce qu'il raconte, lui, là, dans son interview, c'est qu'on a utilisé ce bus pour cette scène, mais il explique pas pourquoi. Et on n'a aucune autre image du bus, donc on doit se débrouiller. Sur ce plan, on peut quand même voir un truc. Le bus est surélevé, on voit que les roues sont pas positionnées normalement. Donc ça permet d'installer l'acteur sous le bus, qui est très probablement allongé sur un chariot qui est fixé directement au bus. En regardant bien, je pense que le chariot est accroché avec un câble à l'avant du bus sur une de ces structures. Et ensuite, on a cette corde qui sort de nulle part et qui stabilise le chariot et l'empêche de partir sur les côtés. Bon, après moult péripéties, on arrive à faire évacuer les otages, les deux héros arrivent à s'échapper en montant tous les deux sur une porte, il y en a qui n'ont pas eu cette chance. Et on laisse le bus exploser contre un avion, enfin. C'est beau, c'est chaud, on aime ça. Et si on regarde bien, on peut deviner comment une partie de la scène a été tournée. Vous avez vu ? Ce plan, on voit 2 câbles à l'avant du véhicule. On pourrait croire qu'il y en a 4, mais en fait c'est les ombres qui donnent cette impression. Il n'y en a vraiment que 2. Et sur cet autre plan, on revoit aussi 2 câbles à l'arrière du bus, mais ils ne sont pas tendus. Mon interprétation du truc, c'est ça. Le bus est tiré par un câble par l'avant, ce câble va loin devant jusqu'à une poulie, cette poulie renvoie le câble loin sur le côté, là où il y a un véhicule tracteur qui tire le câble et qui fait donc avancer le bus, et évidemment, sur le chemin du bus, on met l'avion. Et boum. J'imagine qu'il y a 2 câbles par sécurité pour répartir la charge, vu que le bus est lourd. Et concernant les 2 câbles qui pendent à l'arrière du bus, je pense qu'ils font le circuit inverse et qu'ils sont accrochés à l'avant du tracteur. Comme ça, on peut freiner le bus si on veut abandonner la cascade au dernier moment. Et là, le film n'est pas fini. Vu que c'est le meilleur film du monde, il y a un bonus. Il y a encore 20 minutes de poursuite dans un métro avec le méchant poseur de bombes. Sandra Bullock se retrouve encore au milieu du bordel comme par hasard, le gentil arrache la tête du méchant, et là, le métro ne peut plus s'arrêter. Donc il déraille avec les 2 héros à bord. Ça commence par un fabuleux travail de miniature, c'est juste magnifique. J'ai pas les mots, ça enchaîne les plans de fou. Ensuite, deuxième étape, on a la sortie de la rame du métro dans la rue. Troisième étape, la rame se retourne. Et quatrième étape, la rame finit sa course mollement sur la route. Ces 4 étapes, ce sont 4 installations de tournage différents. On appelle ça des setups. Donc 4 setups différents, chacun avec un effet différent à chaque fois. Et celui qui me fascine, c'est le dernier, vous allez voir. Je passe rapidement sur la partie miniature, j'ai rien trouvé de spécial à décortiquer dans les images, j'ai rien à dire à part que ça tue. Ensuite, sur la sortie de la rame, tout ce décor de chantier derrière là, il n'existe pas. Il a été rajouté par ordinateur. Sur les plans suivants, le décor a disparu. Il reste plus que la face avant qui s'est faite déchirer par le train. Et la rame, c'est encore un bus en fait, mais maquillé, et il prend un tremplin, tout bêtement. Ensuite, troisième setup, le retournement. Cette fois, la rame prend une rampe. Jusque-là, tout ça, c'est assez classique. Et en plus, je ne fais que paraphraser le making-of que vous pouvez déjà voir sur YouTube. Et si vous avez déjà vu les précédentes vidéos de la chaîne, on est vraiment sur des trucs qu'on a déjà vus. Mais là, on arrive enfin à mes plans préférés, c'est ceux-là,
car il y a un twist. Dans le making-of, il y a le coordinateur des cascades qui dit que la carcasse de la rame est tirée par un câble. Sauf que il n'y a pas de câble. On voit pas de câble là. On a vu tout le long du film qu'à l'époque, ils n'étaient pas encore capables d'effacer des câbles. Donc ils n'ont pas pu s'y mettre d'un coup là comme ça. Donc c'est pas ça. Et puis en regardant bien, elle a l'air un peu de léviter cette rame. Et puis les étincelles là, elles sont artificielles, hein. C'est une sorte de feu de Bengale qui brûle, ça frotte pas vraiment. La réponse est très visible dans ce plan. Il y a une voiture cachée dans la rame, et c'est elle qui l'a fait avancer. On voit les roues là. Et puis dans ce plan-là, la rame se met même à changer de direction, bien proprement. Genre elle change de fil tranquillou et il manque plus qu'à mettre le clignotant là. Alors pourquoi le responsable des cascades a dit quelque chose de faux ? Dans l'absolu, on s'en fout, hein, c'est un détail. Mais si on prend un petit peu de hauteur, ça devient très intéressant et on est sur le même genre de cas que le saut de tout à l'heure avec le réalisateur qui nous disait qu'il avait fait une deuxième fois alors que non. Il y a plusieurs raisons possibles à ce genre d'erreur et chacune d'entre elles permet de comprendre comment fonctionne un tournage, comment fonctionne l'industrie du cinéma. La première hypothèse, c'est que le gars s'est tout simplement planté. Il a répondu ça vite fait, parce qu'au moment où il se fait interviewer, il a déjà oublié la moitié du tournage. Les cascadeurs passent sans cesse d'un film à l'autre, parfois ils en font même plusieurs en même temps. À l'époque, le film n'est pas encore sorti, c'est pas du tout un film culte pour le moment, et a priori, personne ne s'attend à ce qu'il le devienne. Pour lui, c'est un lundi comme un autre. J'ai déjà observé ça dans mes interviews des cascadeurs en France, qui se mettent à confondre les films. Par exemple, j'ai interviewé Jorian pour mon documentaire pour parler de ses scènes à moto, et j'ai dû lui rappeler que 2 poursuites qu'il avait tournées à plusieurs semaines d'intervalle faisaient partie du même film. Pour lui, c'était plus très clair tout ça. Il avait fait d'autres films entre-temps, et puis les 2 scènes n'avaient rien à voir en termes de décor et de personnages, donc il ne voyait pas le rapport à la base. Pour lui, c'était 2 projets, donc 2 films différents. Une autre raison pour laquelle le coordinateur a pu se planter, c'est qu'il ne gère pas forcément tout. En France, chez les cascadeurs avec lesquels j'ai le plus travaillé, ils préparent eux-mêmes leurs véhicules. Pour eux, ça fait partie du métier. Mais aux États-Unis, c'est pas du tout comme ça. Les cascadeurs sont juste là pour s'envoyer en l'air, ils ne font pas ou peu de préparation des véhicules. Ce sont des préparateurs spécialisés qui font ça. Donc ça donne encore plus de risques de se tromper. Enfin, autre hypothèse, peut-être que le coordinateur ne s'est pas trompé et qu'il a tout simplement menti. Par exemple, pour protéger un secret de fabrication, ou bien pour couvrir un secret embarrassant. Moi, j'ai déjà eu quelqu'un qui m'a menti en interview par solidarité avec une autre équipe. Je lui avais posé une question sur un petit souci technique sans gravité qui avait eu lieu lors d'une cascade, car j'aime bien aborder les problèmes et les solutions qu'on y trouve, hein. Voilà, j'aime bien un petit peu remuer la merde, hein. Ça fait un petit peu d'enjeu, un petit peu de drama, je trouve ça intéressant, quoi. Eh ben, il a fait exprès de répondre à côté en sous-entendant qu'il n'y avait eu aucun problème, pour couvrir les copains, car il voulait pas prendre le risque de parler dans leur dos et de donner l'impression de les accabler. Et j'ai trouvé ça très beau. Si je fais une grosse fixette sur cette interview qui donne une fausse information, c'est parce que ça fait écho à toutes les interviews que j'ai faites. C'est systématique, à chaque fois que je pose la même question à 5 personnes différentes sur telle ou telle cascade, j'obtiens 5 réponses différentes. Et en général, aucune des réponses n'est vraiment fausse. C'est juste que chacun a sa vision du sujet, ses propres compétences et ses propres problèmes à régler. Et c'est quelque chose à garder en tête quand on regarde les vidéos promotionnelles des films. Même les membres de l'équipe peuvent dire des choses très discutables. Par exemple, quand tout le monde s'amuse à dire qu'il n'y a pas d'effet numérique dans leur dernier film, And everything you see in this film, obviously, it's for real. All of that stuff is in camera. We're not using CGI on this one. c'est faux. Un jour, je ferai une vidéo sur le sujet. Pendant toute la vidéo, t'as fait que dormir, toi. Il a pas bougé, lui. Oh, c'est dur la vie. Waouh. Bref, Speed, c'est fini. Le héros arrive à pécho Sandra Bullock alors qu'il vient de perdre son meilleur ami le jour même. Très bon sens des priorités. Et on termine le film sur un génial dernier plan où on n'en a plus rien à foutre. On voit encore le décor incomplet derrière, il y a un rail à caméra qui traîne encore sur le côté, et il y a les assistants de mise en scène qui dirigent les figurants. Voilà, c'est parfait. Et ben moi j'étais très content de revoir ce film, il a très bien vieilli, jusqu'à ce que le bus explose, c'est un sans faute. Tout paraît toujours très moderne. Déjà, visuellement, c'est dingue. C'est gavé de plans à la longue focale avec plein d'éléments super motivants pour l'œil dans tous les sens. Le montage est incroyable, la musique est magique. Et surtout, l'écriture est parfaite. Il y a toujours un truc pour maintenir l'attention. C'est un film culte qui a marqué toute une génération, mais dans la pièce à côté de moi, j'ai ma femme qui ne l'a pas vu et qui veut pas le voir car, je cite, « ça va être encore chiant comme le film dans l'immeuble avec Bruce Willis, donc non merci ». Et en même temps, d'après les stats de ma chaîne, il y a 40% d'entre vous qui sont nés après que le film soit sorti. Dites-moi en commentaire si Speed c'est un film inconnu pour vous, je suis vraiment curieux de voir si je suis devenu un vieux con effectivement, ou si au contraire, maintenant, il y a encore des jeunes personnes qui le découvrent. Les canons dans les poussettes, c'est cool, mais c'est encore mieux quand c'est dans des grosses voitures. Et ça tombe bien, c'est le sujet de cette vidéo que je vous propose d'aller regarder. Merci à vous!